À l'agence, notre quotidien, c'est d'accompagner des e-commerçants dans leur quête de croissance. En plus de l'e-commerce, nos deux sujets principaux de discussion tournent autour de l'Ads et de la créa. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'un de ces sujets. Et je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez bien intégrer Meta Ads dans votre stratégie d'acquisition en 2025. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis bien placé pour vous parler de ce sujet. Je m'appelle Thomas et je suis le fondateur de l'agence XPLR. XPLR, c'est une agence spécialisée en ads, en créa et en e-commerce. On accompagne actuellement une quarantaine de marques e-commerce et on est une petite dizaine à l'agence. Notre équipe est divisée en deux pôles, avec d'un côté le pôle performance qui s'occupe d'investir les budgets médias de nos clients pour atteindre leurs objectifs de croissance. Et de l'autre côté, on a notre studio créa qui produit des super contenus publicitaires qu'on met au bout de nos campagnes. Avec nos contenus, notre objectif, c'est de vous partager nos conseils et nos retours d'expérience pour que vous puissiez les appliquer vous-même à votre propre marque. En plus de vidéos, tutos et recos comme celle-ci, on a un podcast qui s'appelle Club Croissance dans lequel on invite régulièrement des experts de l'e-commerce. Alors si nos contenus vous plaisent et vous sont utiles, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne pas rater les prochaines vidéos et surtout nous encourager à produire des contenus toujours plus quali. Pour bien intégrer Meta Ads à vos stratégies d'acquisition en 2025, je vous ai préparé 10 conseils. On va d'abord commencer par des conseils qui vont plutôt être de l'ordre de la stratégie. Comment définir le rôle de Meta, comment créer de la complémentarité entre Google et Meta par exemple. On va ensuite parler du ciblage et de ses subtilités. Et on terminera par un gros focus sur la créa. Je commence par un petit warning pour signaler que Meta Ads n'est pas si scientifique que ça. Je ne pourrais pas vous partager aujourd'hui des conseils qui fonctionneront pour tout le monde et à tous les coups. L'objectif, ça va être plutôt de vous partager des principes, des vérités, des subtilités qui vous permettront d'intégrer Meta Ads avec les bonnes logiques et les bonnes pratiques. Les 4 premiers conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont plutôt tourner autour du rôle stratégique que doit avoir Meta dans votre stratégie d'acquisition. Et le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien comprendre et définir le rôle de Meta Ads dans votre stratégie. Et pour commencer, je vais redonner un petit peu de contexte. Il faut savoir que 78% des Français utilisent les réseaux sociaux en France. Et parmi ces réseaux sociaux, ceux qui cumulent le plus d'utilisateurs sont Facebook, WhatsApp et Instagram. La suite Meta, quoi. C'est la raison pour laquelle on va surtout se concentrer sur Meta Ads aujourd'hui, mais pour information, tous les conseils que je vais vous donner s'appliquent assez bien aux social ads d'une manière générale. Donc si on a près de 4 Français sur 5 qui utilisent les réseaux sociaux, ça veut dire que vous, en tant qu'annonceur, en tant que marque e-commerce, vos clients et vos futurs clients utilisent également et certainement les réseaux sociaux. Ça en fait donc naturellement un levier pertinent pour vous, en tant qu'annonceur, d'investir sur les réseaux sociaux une partie de votre budget marketing. D'autant plus qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus, avec le temps, un média prédominant. Si on compare le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux à ceux de la télé et de la radio, on constate tout de suite qu'il y a plus d'utilisateurs des réseaux sociaux que de personnes qui regardent régulièrement la télévision ou qui écoutent régulièrement la radio. Mais la publicité sur les réseaux sociaux et donc sur Meta est un levier d'awareness qui a deux avantages. L'une des premières raisons pour lesquelles on a aujourd'hui autant d'annonceurs qui font de la publicité sur Meta, c'est que c'est accessible. Là où en tant que marque, vous devriez dépenser des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir produire un spot publicitaire et certainement des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir diffuser ce même spot publicitaire à la télévision, vous allez pouvoir vous lancer avec un budget beaucoup plus raisonnable en publicité sur Facebook et sur Instagram. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que les CPM, les coûts de diffusion sur Instagram et sur Facebook sont relativement très intéressants. Et naturellement, pour une marque qui aura même un petit budget, elle pourra tout de suite voir un impact sur son activité. Et en plus d'être accessible, ce levier de notoriété est également un levier puissant. On a plus de 53 millions d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram en France, on en a 4 milliards dans le monde, et tout ça génère un volume astronomique de data. Et toute cette data, elle permet à l'algorithme de bien diffuser vos publicités. En tant qu'annonceur, ça c'est plutôt un bon point. Et donc l'un des gros avantages de la publicité sur Meta par rapport à un levier de notoriété classique, c'est que c'est un levier qui est entre l'awareness et la conversion de par sa qualité de ciblage. En gros, c'est un levier de notoriété, mais de notoriété qualifiée. C'est-à-dire que l'algo va faire en sorte d'aller cibler les bonnes personnes au bon moment. On reparlera de ces notions de ciblage en deuxième partie de vidéo. On vient donc de voir qu'il y a énormément d'utilisateurs des réseaux sociaux, ce qui vous permet d'aller acheter de la publicité sur ces médias-là. Et ça, c'est super important de bien le comprendre. Quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous n'achetez pas nécessairement des acheteurs, vous n'achetez pas des mots-clés comme vous pourriez le faire sur Google. Ce que vous achetez, ce sont des impressions. Vous achetez le droit de diffuser vos publicités et vous allez chercher de l'attention là où elle se trouve. Les internautes passent de plus en plus de temps sur Facebook, sur Instagram, à scroller sur leur fil d'actualité ou à regarder leurs Reels et leurs Stories. Et vous, ce que vous allez acheter, c'est le droit d'intervenir au milieu de ces posts et au milieu de ces Stories. Et donc, par définition, la cible que vous allez atteindre sur Meta va être une cible non intentionniste. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas
sur Facebook ou sur Instagram pour voir vos publicités. À titre de comparaison, on peut parler de la publicité sur Google, où là, vous allez cibler les personnes qui recherchent des mots-clés sur Google. Et donc, en faisant cette recherche, ils expriment une intention et donc vous allez pouvoir positionner votre publicité face à une intention. Là, vous allez plutôt chercher de l'attention. Et ça semble basique à dire comme ça, mais c'est super important à comprendre pour bien définir la place que doit avoir Meta dans votre stratégie d'acquisition. On passe maintenant au deuxième conseil qui est créer de la complémentarité entre Google et Meta Ads. On vient de le voir, sur Meta, vous achetez de l'attention alors que sur Google, vous achetez des intentions. Par exemple, une personne qui recherche des croquettes pour chiens sur Google, elle exprime en même temps une potentielle intention d'achat de ce produit-là. Donc en tant qu'annonceur qui vend des croquettes pour chiens, c'est super intéressant pour moi d'aller acheter de la publicité à ce moment-là pour matcher avec cette intention. Et donc on pourrait se poser la première question à ce moment-là, mais quel est l'intérêt de faire de la publicité sur Meta si les personnes les plus chaudes et les plus prêtes à acheter sont sur Google? L'intérêt, c'est de pouvoir créer de l'attention. Sur Meta, vous allez pouvoir, grâce à un algorithme qui est puissant, on reviendra dessus juste après, diffuser vos publicités auprès d'une cible qualifiée. Et à ce moment-là, vous n'allez pas nécessairement cibler une personne qui recherche vos produits, mais vous allez créer de l'attention auprès de personnes qui pourraient plus tard chercher vos produits. En gros, vous allez créer de l'attention dans le but que cette attention se transforme plus tard en intention. L'attention créera donc de l'intention. En investissant sur Meta Ads, vous allez travailler vos phases de considération et d'awareness. Il faut le voir de la manière suivante. Un marché, il est toujours divisé en différentes petites bulles. Vous allez avoir la bulle bleue ici, ce sont les personnes qui sont prêtes à acheter tout de suite vos produits. Par exemple, les personnes qui recherchent des croquettes pour chiens sur Google. La bulle orange, ce sont les personnes qui sont dans votre cible et qui ont un besoin latent par rapport à vos produits. Et on a la bulle jaune qui correspond aux personnes qui n'ont pas encore exprimé de besoin et qui n'auront pas de besoin à court terme, mais qui pourraient en avoir plus tard. Ces différents cercles correspondent à différentes typologies d'étapes dans un funnel de conversion. On va avoir la conversion, la considération et l'awareness. Et quand vous faites une stratégie d'acquisition, c'est super important d'aller créer des synergies entre les leviers. Dans une stratégie d'acquisition, pour faire simple, même si elles sont toujours très différentes, vous allez pouvoir au niveau de la conversion bien concentrer vos budgets sur Google et sur Google Shopping pour aller cibler les intentions les plus proches de l'achat. Vous pourrez ensuite construire de la considération autour de vos produits grâce à de la publicité sur Facebook et sur Instagram et en allant cibler les bonnes personnes, encore une fois sur Google et sur Google Shopping. Et vous pourrez mettre en avant votre marque, éduquer autour de vos offres et de votre produit grâce à des leviers comme la publicité sur les réseaux sociaux et donc sur Meta Ads. Et le fait de créer des cercles qui vont se compléter, c'est ce qui va vous éviter de tomber dans ce qu'on appelle la zone de surinvestissement. Une chose qu'on remarque assez fréquemment quand on s'adresse à des marques qui font de l'ad, c'est qu'elles surinvestissent sur la zone bleue. En gros, elles achètent des mots-clés qui sont très proches du produit sur Google et font beaucoup de retargeting sur Meta. Elles s'adressent principalement à une cible qui est prête à acheter tout de suite. Dans l'exemple que je vais prendre l'exemple d'une marque qui vend des poêles, la marque Atma. Et donc, dans leur cas, s'ils font uniquement de la publicité sur Google, ils vont pouvoir acheter le mot poêle qui correspond à 49 500 recherches mensuelles. Donc c'est bien, et si j'étais eux, évidemment, je consacrerais du budget pour pouvoir aller apparaître sur un maximum de ces recherches-là. Mais quoi qu'il arrive, ces recherches-là, elles sont indépendantes et elles sont hors de notre contrôle. C'est-à-dire que vous ne contrôlez pas le nombre de personnes qui recherchent mensuellement un produit ou des mots-clés en particulier. Ce qui fait qu'à un moment, quand vous allez chercher à investir davantage pour pouvoir scaler vos investissements et donc scaler votre croissance, donc vous allez potentiellement tomber dans une zone de surinvestissement, c'est-à-dire que vous allez mettre plus de budget qu'il n'en faut pour matcher avec les recherches en question. À ce moment-là, vous avez deux choix pour ne pas jeter votre budget par la fenêtre. Vous pouvez commencer par baisser votre budget, mais ça vous empêchera d'aller faire de la croissance et d'acquérir de nouvelles parts de marché. Ce que vous pouvez faire, c'est créer également des nouveaux cercles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir diffuser de la publicité sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer vos produits à des personnes qui sont potentiellement prêtes à les acheter. Ce que j'aime bien ici chez Atma, c'est qu'ils ont des publicités qui sont très focus sur le produit et qui peuvent s'adresser à des personnes qui seraient en recherche de ces produits-là. Et l'algo est suffisamment fort pour pouvoir identifier et montrer les produits aux bonnes personnes. Et vous pourrez créer un troisième cercle qui vous permettra d'aller éduquer des personnes autour de votre produit. À ce moment-là, vous ne vous adressez pas nécessairement à des personnes qui recherchent actuellement vos produits, qui en ont besoin aujourd'hui. Vous allez pouvoir planter des petites graines et montrer et expliquer pourquoi vos produits sont meilleurs que les autres. On le voit très bien dans cet exemple où on a une démonstration du produit qui est plutôt focus sur son intérêt et pourquoi c'est mieux d'acheter une poêle que plusieurs poêles de mauvaise qualité qu'on va renouveler tous les 4 ans. Ou un passage télé qui explique les vertus et pourquoi c'est intéressant d'investir dans des bons ustensiles de cuisine. À ce moment-là, on parle un peu du produit, mais de manière un petit peu déconnectée, ce qui permet d'aller éduquer son audience, de grandir les cercles et, comme on l'a vu tout à l'heure, d'aller capter une attention qui pourra se convertir plus tard en bonnes intentions. Ce qui m'amène maintenant au conseil numéro 3. Meta Ads doit être au service des autres leviers. On vient de le voir, mais investir du budget média sur Meta, c'est ce qui va vous permettre de capter de l'attention. Et potentiellement, cette attention pourra se
transformer plus tard en une recherche sur Google et c'est vos campagnes de publicité sur Google qui en bénéficieront. C'est un chemin assez simple, mais en e-commerce, il y a des centaines de parcours d'achat possibles. Quand on investit sur Meta, la première chose qu'on peut attendre, c'est d'avoir des ventes. Ça, c'est des choses qui arrivent, on investit sur Meta, on crée de l'attention, cette attention se transforme tout de suite en intention et les personnes font un achat. C'est souvent une priorité pour les annonceurs qui investissent sur Meta, ils attendent directement que leur investissement puisse se traduire ensuite en vente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les parcours d'achat sont tous différents, que les personnes qui vont voir vos publicités ne sont pas nécessairement prêtes à acheter tout de suite. Et donc potentiellement, vous allez investir en publicité sur Meta, la personne va découvrir votre marque, pour elle, ce n'est pas nécessairement le bon moment d'acheter, et elle va revenir 3 mois plus tard, faire une visite sur votre site, et à ce moment-là, c'est là que vous allez avoir une vente. Ça m'est arrivé dernièrement, j'ai acheté une paire de baskets d'une marque que je ne connaissais pas il y a quelques mois, que j'ai découvert grâce à Facebook. Ce n'était pas nécessairement pour moi le bon moment d'aller acheter une paire de baskets parce que je venais d'en acheter une. Quand est venu le temps pour moi d'acheter une nouvelle paire de baskets, je me suis dirigé naturellement vers ce site-là. Mais la question se pose, est-ce que si je n'avais pas vu la publicité 3 mois auparavant, aurais-je fait cet achat? La question se pose. Vous pouvez également investir sur Meta, diffuser de la publicité, une personne s'intéresse à vous, elle n'achète pas maintenant mais elle s'inscrit à votre newsletter. Plus tard, en envoyant votre newsletter, vous mettez en avant une opération commerciale. Cette opération commerciale apporte une vente. Vous allez potentiellement penser que votre vente est due à Klaviyo, par exemple, mais sans investissement sur Meta en amont pour obtenir l'inscription à Klaviyo, vous n'auriez pas eu cette vente. De la même manière, une personne peut voir votre publicité sur Meta, en parler autour d'elle, ce qu'on appelle le bouche à oreille. Ce bouche à oreille se transforme plus tard en une recherche sur Google, qui termine sur Google Shopping. Google Shopping, vente. Encore une fois, Meta a servi à un autre levier. Si vous êtes sur un marché où les intentions sont fortes et où il y a un fort volume de recherche sur Google, vous pouvez investir une bonne partie de votre budget sur Google. Et au moment où viennent de grosses opérations commerciales comme le Black Friday, eh bien vous pouvez à ce moment-là aller recibler toutes les personnes qui se sont intéressées dernièrement à vous, mettre en avant votre offre commerciale et à ce moment-là, vous créez également de la connexion entre Meta et entre Google. Ce que je veux simplement vous dire ici, c'est que Meta n'est pas un levier qui fonctionne tout seul. Il faut voir d'une manière générale et au global vos leviers d'acquisition. La magie opère au moment où vous arrivez à les coordonner le plus parfaitement possible. En conclusion de cette partie, on pourrait dire qu'il faut faire travailler vos leviers ensemble pour aller plus vite et plus loin. Et j'aime bien cette comparaison avec de l'aviron. Vous pouvez être très fort en aviron, mais vous n'irez jamais aussi vite et aussi loin que 4 personnes sur un aviron. Eh bien, c'est la même chose avec vos leviers publicitaires. Vous pouvez être très fort sur Meta Ads, mais si vous voyez Meta Ads comme votre seul et unique levier pour faire de l'acquisition, mais vous irez forcément moins loin que si vous cherchez à créer des connexions entre tous vos leviers. Quatrième conseil, avoir un reporting adapté et externe aux plateformes. Alors quand vous travaillez avec plusieurs leviers en même temps, vous allez faire face à un problème d'attribution. Si je reprends un des exemples qu'on vient de voir, vous pouvez avoir par exemple une personne qui va cliquer sur une publicité Facebook et quelques jours plus tard, taper votre nom sur Google et cliquer dessus. À ce moment-là, elle va s'inscrire à votre newsletter pour bénéficier des moins 10%. Elle ne va pas acheter tout de suite et 2 jours plus tard, elle va recevoir une newsletter. À ce moment-là, elle va cliquer dessus, acheter. À ce moment-là, quand vous allez vous connecter sur Meta, vous allez avoir une vente. Sur Google, vous allez avoir une vente. Et sur Klaviyo, vous allez avoir une vente. Au cumulé, vous aurez 3 ventes alors que dans la réalité, vous n'en avez eu qu'une seule. Il n'y a pas besoin de plus pour bien comprendre que analyser ces leviers en silo est un vrai problème, surtout quand on veut les faire marcher ensemble. Donc pour pouvoir créer un reporting adapté et externe aux plateformes, vous pouvez suivre la démarche suivante. Étape numéro 1, remonter la data pure de vos leviers. À ce moment-là, ce qu'on appelle de la data pure, c'est de la data indépendante du tracking et des systèmes d'attribution. C'est par exemple vos clics vers l'e-shop et les montants dépensés. Ensuite, vous allez remonter également les chiffres clés de votre e-commerce. Donc les chiffres clés de votre e-commerce, ça va être vos revenus. Vous pouvez les prendre en hors taxe, puisque a priori, vous ne gagnez pas d'argent sur la TVA. Vous pouvez également enlever les frais de livraison et vous concentrer principalement sur votre marge. Vous allez également pouvoir remonter les sessions et les autres budgets marketing que vous utilisez. C'est notamment à ce moment-là intéressant d'intégrer vos frais d'agence dans votre reporting. Troisième étape, et l'une des plus importantes, ça va être distinguer ce qui est de l'ordre du recurring et du first time. Alors le first time, c'est simplement les premières visites sur votre e-shop et les premières commandes. Quatrième étape, trouver vos indicateurs de pilotage. À l'agence, on en a 3 qu'on adore. Le premier, c'est le cost of sales, c'est votre budget marketing sur les revenus. C'est un indicateur qui s'exprime en pourcentage. Par exemple, votre budget marketing représente 20% de vos revenus. C'est également un indicateur qui est super important à calculer avec vos premières commandes. Donc vous faites votre budget marketing sur les revenus totaux liés uniquement à des premières commandes. Vous allez également avoir le MER, donc là c'est l'équation inverse, c'est les revenus sur le budget marketing et également c'est à calculer avec vos premières commandes. Le MER, c'est un indicateur de rentabilité. Et vous aurez également le coût d'acquisition client. Donc là, c'est votre budget marketing sur
le volume de premières commandes. Donc j'ai dépensé 10 000 €, j'ai eu 1000 premières commandes, ça me fait un coût d'acquisition client à 10 €. Et je fais un petit aparté pour le reporting. Vos budgets marketing, comme on vient de le voir, ils fonctionnent ensemble. Et plus vous allez avoir de notoriété, plus vous aurez d'historique et plus vous aurez une base de clients étoffée, plus vous allez devoir vous concentrer sur des métriques de première commande. Car généralement, quand vous êtes là depuis un moment et que vous avez pignon sur rue, il y a déjà une grosse partie de votre chiffre d'affaires qui est fait naturellement sans que vous ayez besoin de faire de la publicité. Et le fait de vous concentrer sur vos premières commandes, c'est ce qui va vous permettre de bien remettre l'église au milieu du village. Vos budgets ads, ils doivent vous permettre de faire de l'acquisition. Donc les indicateurs que vous devez regarder en priorité sont des indicateurs d'acquisition et de croissance. Et des indicateurs comme le CAC, le MER et le COS focus sur des premières commandes sont des super indicateurs à suivre. En tout cas, c'est ceux que je vous recommande de suivre en 2025. Vous pouvez bien évidemment continuer à analyser le ROAS sur les plateformes publicitaires, mais le ROAS n'est en aucun cas un indicateur qui vous permettra d'aller savoir exactement comment attribuer votre budget et surtout quel devrait être votre objectif de chiffre d'affaires le mois prochain. À l'agence, par exemple, on a mis en place des tableaux qui sont travaillés de manière hebdomadaire où on suit tous ces indicateurs, en plus du panier moyen, des taux de conversion. Le but, c'est vraiment d'avoir un reporting le plus personnalisé possible. Et ensuite, avec Looker Studio, vous pouvez sortir des reportings bien adaptés et faciles à regarder et à partager à votre direction. On a maintenant fini avec la partie stratégique, on va parler du ciblage. Alors le ciblage, c'est l'un des plus gros malentendus quand il s'agit de publicité sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes ne comprennent pas réellement comment ils fonctionnent. Donc mon conseil numéro 5, c'est de bien comprendre le fonctionnement et les subtilités du ciblage sur Meta Ads. Il y a effectivement un malentendu quand on parle de ciblage et d'audience sur Meta. Non, le ciblage sur Meta et en social ads de manière générale ne se limite pas à définir un sexe, un âge, un lieu et quelques centres d'intérêt. Et j'ai envie de dire, ça ne se limite pas non plus à mettre quelques lookalikes par-ci par-là. Clairement, c'est assez surcoté aujourd'hui de définir juste un âge, un sexe et de mettre des centres d'intérêt. C'est pas nécessairement des choses qu'on fait plus du tout à l'agence, mais on sait que c'est pas nécessairement là où on va pouvoir multiplier par 2 les performances de nos clients. Personnellement, à l'agence, ces critères d'âge, de sexe, de centre d'intérêt, on continue de les utiliser, mais on sait très bien que quand un compte fonctionne moins bien, ce n'est pas en changeant juste des critères d'audience qu'on va aller pouvoir résoudre le problème. C'est un facteur dont il faut vraiment mesurer l'impact sur vos campagnes et l'impact devient au fil du temps et au fil des années de plus en plus faible. Une chose qui est néanmoins importante avec vos audiences, c'est de bien définir qui n'est pas concerné à l'intérieur. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller exclure au maximum les personnes qui ne sont pas concernées par votre campagne. Donc vous pouvez mettre toutes les personnes qui sont déjà venues sur votre site internet, qui ont engagé avec votre marque sur Facebook, sur Instagram ou qui font déjà partie de votre base de données clients ou d'inscrits à votre newsletter. Ça vous permettra d'avoir une audience qui est vraiment orientée vers de l'acquisition. Alors c'est pas infaillible, mais ça vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour que Meta utilise votre budget pour faire de l'acquisition. Mais pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, on sait que c'est assez rare que les audiences soient un réel facteur de réussite entre une campagne ou une autre. Et la raison principale à ça, c'est que le ciblage ne fonctionne pas nécessairement à partir des audiences, mais plutôt à partir de la data et de la créa. Alors ce que vous devez faire pour pouvoir utiliser au mieux la puissance de l'algorithme et de la data sur Meta, c'est de travailler avec des campagnes de vente et des campagnes Advantage Plus. En e-commerce, c'est un basique, mais c'est toujours bon de le rappeler. La raison à ça, c'est que vous allez donner à Meta un pixel chargé en data, et cette data va lui permettre de comprendre réellement quelle est la mission qu'il doit aller exécuter et comment aller l'exécuter. Autrement dit, la data sert de boussole à l'algorithme. Alors c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à expliquer, mais pour cibler les bonnes personnes au bon moment, Meta va utiliser sa data. Alors déjà, il va utiliser de la data qui va être basée sur des données démographiques. Quand on s'inscrit sur Facebook, on renseigne un nom, un âge, un sexe. On renseigne également une date de naissance. Et avec plus de 50 millions d'utilisateurs, ça fait déjà une belle base de données à utiliser. Meta va également utiliser l'activité que vous avez sur les réseaux sociaux pour bien comprendre ce qui vous intéresse. En fonction des influenceurs que vous suivez, des médias que vous suivez, des stories, des reels que vous regardez, likez et partagez en ce moment, ça va donner des premières indications à Meta sur ce qui intéresse réellement votre audience. Par exemple, si vous êtes une marque de running, naturellement, Meta va rapidement comprendre que les personnes qui regardent des contenus liés à un gros événement comme l'UTMB sont des personnes potentiellement à cibler pour une marque comme la vôtre. De la même manière, il va aller regarder quelle est votre activité publicitaire sur les dernières semaines, les derniers mois et les derniers jours. Ça va lui permettre de trouver des centres d'intérêt actuels des personnes que vous devez aller cibler. Et il va également utiliser l'activité en ligne grâce aux cookies third party qui fonctionnent de moins en moins bien et dont l'utilisation est de plus en plus limitée. Mais en fonction de vos recherches, si vous avez cherché dernièrement des chaussures de running sur Google, potentiellement c'est de la data que Meta va pouvoir récupérer et utiliser pour bien comprendre
ce qui intéresse réellement votre audience. En gros, pour essayer de visualiser un peu ce qui se passe, il faut imaginer un gros tableau Google Sheet, dans lequel à chaque fois qu'une personne vient sur votre site internet et réalise une conversion, Meta va ajouter une ligne et dire par exemple, c'est un homme comme moi qui a la trentaine d'années, qui s'intéresse à des sujets autour du running, du sport et de la construction de maisons par exemple. C'est une personne dont la dernière publicité cliquée était une publicité de la marque Nike, etc., etc. La data comme ça récoltée, il y en a des centaines et des centaines. Et mélangée aux milliers de personnes qui viennent tous les mois sur votre site internet, ça permet à Meta d'avoir une vraie boussole pour identifier des internautes qui ont un comportement en ligne similaire et leur montrer vos publicités. Ce qui m'amène ensuite derrière au 6e conseil. Il ne faut pas vous demander en gros comment cibler votre audience, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il faut plutôt vous demander comment votre audience comprendra que vous vous adressez à elle. Quand vous diffusez une créa, cette créa va générer ou non de l'intérêt. Cet intérêt va se matérialiser par des interactions. Donc ça va être des likes, des clics sur vos publicités. Et ces interactions finalement, c'est ce qui génère de la data, ce dont je viens de vous parler. Et cette data cumulée va permettre à l'algo de comprendre qui est intéressé par votre contenu et donc qui allez cibler pour bien diffuser vos publicités. J'ai mis ici quelques exemples pour vous aider à bien comprendre comment tout ça fonctionne. Par exemple, ici, on a une publicité de la marque Archie qui propose du vinaigre de sucre et qui cible principalement des personnes qui ont des problèmes avec le sucre. Eh bien, c'est impossible au niveau des audiences de mettre et de cibler des personnes qui ont des problèmes avec du sucre. Le meilleur moyen d'aller cibler ces personnes-là, c'est de l'écrire en gros sur la créa. Si je n'ai pas de problème particulier avec le sucre, quand je vais voir la publicité, je vais passer au post suivant. Mais si j'interagis avec le contenu, que je clique dessus, ça veut dire que je suis certainement concerné par ce problème. Et donc, cumulé aux milliers de personnes qui vont cliquer sur cette même publicité, la data va permettre à l'algo de bien comprendre qui est concerné ou non par ce type de problème. On a également ici une publicité, ça y est, vous êtes enceinte, ça c'est le meilleur moyen d'aller cibler des femmes enceintes. Ou vous avez jusqu'à 10 kilos à perdre, ça c'est une très bonne manière d'aller cibler des personnes qui cherchent à perdre du poids. Des exemples comme ça, je pourrais vous en partager beaucoup, mais un bon moyen de cibler sur Meta, c'est d'écrire en gros sur vos publicités qui est concerné. En tout cas, de faire en sorte que votre audience comprendra en voyant votre publicité que c'est à elle que vous adressez. Mais mon conseil en tout cas, c'est de rendre évident ce que vous cherchez à vendre. Soyez simple et efficace. J'ai mis quelques exemples ici, encore une fois, j'aurais pu vous en partager beaucoup d'autres. Mais ça me fait une très bonne transition pour partir sur nos derniers conseils. Le 7e conseil, c'est de bien comprendre que sur Meta Ads, votre principale marge de manœuvre, elle se situe au niveau de la créa. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Meta qui le dit. Dans un article récent, ils ont montré que 56% de la performance sur Meta dépendait de la créa. Donc en gros, plus de la moitié de votre performance dépend de la créa. C'est donc évident qu'il faut y consacrer du temps et de l'énergie pour diffuser vos publicités avec des bonnes publicités. En même temps, ici, rien de nouveau, c'est juste une question de bon sens. On a vu au début de la vidéo que quand vous faites de la publicité sur Meta, vous achetez des impressions, vous achetez le droit de diffuser vos publicités au milieu des feeds et des stories des internautes que vous cherchez à atteindre. Et si vous achetez des impressions, assurez-vous de les acheter avec des bonnes publicités à montrer à votre audience. Quand vous payez la diffusion de vos publicités, vous faites face à 2 scénarios. Le scénario 1, vous payez la diffusion de vos publicités et vous n'attirez pas d'attention. Là, automatiquement, vous avez perdu de l'argent. Scénario numéro 2, vous diffusez vos publicités, les personnes remarquent vos publicités, s'arrêtent dessus, vous captez de l'intérêt, et là, vous avez gagné la première partie, celle de l'intérêt, celle de potentiellement une visite sur votre site internet. Et donc, pour maximiser les chances d'un scénario 2, la principale marge que vous avez devant vous, c'est le contenu de vos publicités, autrement dit, la créa. La créa elle a un impact direct sur vos performances, donc vous avez un budget média qui vous permet d'acheter des impressions. Ces impressions elles vont générer des clics, ces clics vont se transformer plus tard en ventes et ces ventes vont se transformer en chiffre d'affaires avec une partie de bénéfices. Et le but derrière, c'est de réinvestir ce bénéfice plus tard en budget média pour faire de la croissance. Ça, c'est le cercle vertueux que tout e-commerçant doit chercher à atteindre. Et je vais prendre un exemple pour montrer à quel point la créa peut avoir un impact important. Cas numéro 1, vous avez 25 000 € de budget publicitaire, de budget marketing. Vous décidez de mettre 100% de ces 25 000 € sur du média pour pouvoir diffuser le plus possible vos publicités. Donc vous avez 25 000 € de budget média, un coût par clic moyen de 50 centimes. En réalité, c'est déjà pas trop mal. Et donc quand vous allez faire 25 000 € divisé par 50 centimes, ça va vous donner 50 000 visiteurs potentiels. Vous avez donc 50 000 visiteurs, un taux de conversion de 2%, ça veut dire que 2% des personnes qui viennent sur votre site internet en ressortent avec un achat et ils en ressortent en moyenne avec un achat de 50 €. Vos revenus estimés sont donc de 50 000 €. La petite équation que j'utilise ici, c'est vos revenus prévisionnels égale
le trafic fois le taux de conversion fois le panier moyen. Autrement dit, le nombre de personnes qui rentrent dans votre boutique, le nombre de personnes qui en ressortent avec un achat fois la valeur moyenne de ces achats. Prenons maintenant le cas numéro 2. Vous avez le même budget marketing, à savoir 25 000 €, mais vous décidez de l'utiliser différemment. Vous mettez 22 500 € en budget média et 2 500 € pour pouvoir faire de meilleures publicités. Vous travaillez alors avec des créateurs de contenu ou une agence comme la nôtre pour pouvoir produire des meilleurs contenus. À ce moment-là, vous produisez donc des meilleures publicités et ça se matérialise par un coût par clic qui diminue et qui passe de 50 centimes à 30 centimes. À ce moment-là, vous avez moins de budget média, vous avez 22 500 € pour pouvoir diffuser vos publicités, mais que vous divisez par 30 centimes le clic. Ça vous apporte 75 000 visiteurs potentiels. Donc 75 000 fois toujours un taux de conversion de 2% et un panier moyen de 50 000 €, ça donne un revenu prévisionnel de 75 000 €. En gros, entre le cas 1 et le cas 2, on a 25 000 € de revenus d'écart, alors que le budget marketing de base est exactement le même. La seule chose qui change, c'est notre manière d'aller utiliser ce budget en mettant une partie sur la créa. Alors je vous l'accorde, dans cet exemple, il est un peu tiré par les cheveux. Dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais il est assez révélateur finalement de ce que la créa peut vous apporter. En investissant sur la créa, vous allez pouvoir potentiellement attirer plus d'attention. Plus d'attention égale plus de clics égale mathématiquement des coûts par clic qui sont plus intéressants. Et des coûts par clic plus intéressants, quand vous commencez à avoir de bons budgets médias, ça peut faire toute la différence. Et pour pouvoir bien faire de la créa, il faut comprendre les règles du jeu de la créa. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en social ads, la créa, c'est vraiment un contenu très différent de tous les autres. C'est pas pour rien qu'on a des spécialistes comme nous à l'agence qui sommes vraiment spécialisés dans la création de contenu publicitaire. Un bon graphiste peut certainement faire une très belle publicité, mais un bon graphiste ne fera pas nécessairement une publicité performante. Une publicité performante, c'est une publicité qui va équilibrer ces 3 points. Le premier point, ça va être bien évidemment votre marque. Il faut qu'une publicité mette en avant votre identité graphique, votre tone of voice, votre cible, vos produits, vos assets graphiques, c'est-à-dire les photos, les vidéos, puis aussi toutes les ressources humaines que vous pouvez mettre en jeu. Il faut trouver l'équilibre également avec votre objectif. Une publicité, ça doit servir un objectif. Un objectif, ça va être par exemple éduquer votre audience, vendre vos produits, présenter une nouveauté, récolter des leads par exemple. Et il faut enfin trouver le bon équilibre avec les plateformes. Soyons clairs, ce n'est pas aux plateformes de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter au mieux aux médias sur lesquels vous investissez en publicité, car l'inverse n'est pas réaliste. Vous devez donc prendre en compte les formats pour bien mettre en avant vos publicités, la durée et également les habitudes des utilisateurs. En gros, vous devez avoir un contenu qui va être pensé verticalement, qui va être divertissant, rapide, qui va attraper l'attention. Encore une fois, les internautes ne viennent pas sur Facebook, Instagram ou sur les autres réseaux sociaux pour voir vos publicités. C'est à vous de bien vous adapter et de bien jouer le jeu pour pouvoir attirer leur attention. Alors quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, il y a des règles de jeu qu'il faut bien comprendre. La première règle du jeu, c'est que vous devez proposer plusieurs publicités à diffuser. Imaginons qu'en ce moment, c'est les soldes. Si vous voulez bien mettre en avant les soldes sur Meta, vous pouvez y aller avec une seule publicité, penser en un seul format. Et à ce moment-là, vous prenez le risque de mettre tout votre budget sur une publicité qui ne sera pas si performante que ça. À la place, ce que vous devez faire, c'est plutôt avoir différentes étirations, avoir cette publicité, mais en avoir plusieurs déclinaisons dans tous les formats, en statique, en vidéo, en collection, en carrousel, etc., etc. Et la raison pour laquelle vous devez proposer plusieurs ads à diffuser en même temps, c'est la règle numéro 2. Vous ne décidez pas quelle créa fonctionnera. Il faut éviter de tomber dans les a priori, mais il faut plutôt émettre des hypothèses. Bonne nouvelle, vous avez de la data, c'est-à-dire que vous pouvez assez rapidement voir laquelle de vos hypothèses va le mieux marcher. Et honnêtement, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des préférences quand on lance des publicités. Je pense que la publicité numéro 1 va mieux fonctionner que la publicité numéro 2. On lance les deux publicités. Au bout de quelques jours, c'est la publicité dans laquelle je croyais le moins qui fonctionne le mieux. Ça continue de m'arriver et ça continuera bien évidemment de m'arriver et de nous arriver. On a donc mis tous nos a priori de côté et ce qu'on met, c'est plutôt en avant des hypothèses qu'on va tester, émettre et on conserve les meilleures. C'est également important de bien comprendre la règle numéro 3, c'est-à-dire que les ads ont une durée de vie limitée. Une ads peut fonctionner l'histoire de quelques jours, quelques semaines, c'est assez rare. Elles peuvent aussi fonctionner l'histoire de quelques mois. Et ça nous amène à la règle numéro 4. Une créa gagnante égale 3 à 5 créas perdantes. Et ici, je suis assez gentil, j'aurais pu mettre une dizaine de créas perdantes. Pour trouver des ads performantes, vous ne pourrez pas passer par un autre chemin que de tester des ads pour les identifier et donc de mettre de côté des publicités qui seront moins performantes, même si vous croyez en elles. Et pour illustrer ça, j'ai mis une petite présentation. C'est un podcast d'un confrère qui interviewe le fondateur de 900 Care. Si vous êtes dans l'e-commerce, vous connaissez forcément 900 Care.
Et le fondateur de 900care explique qu'ils ont une sorte de content factory, que chaque mois, ils produisent une centaine de publicités, que quasiment automatiquement 90% de ces publicités, donc 90 publicités, partent à la poubelle, qu'une dizaine tournent un certain temps et qu'à la fin du mois, il reste vraiment qu'une seule publicité sur laquelle ils continuent d'investir. Vous ne serez pas nécessairement obligé de rentrer dans ces extrêmes, mais ça montre bien que en publicité sur Meta, il faut pouvoir produire du contenu, tester régulièrement des hypothèses et garder les meilleures. Et ça implique de mettre régulièrement des publicités en off et de ne pas les surutiliser. Ce qui m'amène maintenant à mon conseil numéro 9. Vous allez devoir optimiser vos coûts de création. Moi, je parle régulièrement d'approche cost efficient. Alors, les plateformes, elles sont très gourmandes en contenu, comme on vient de le voir, et sans process, vous pouvez tout de suite avoir des coûts qui vont grimper. Si à chaque fois que vous devez lancer une nouvelle publicité, vous devez repartir de zéro et d'une feuille blanche, vous allez vite vous épuiser et vite cramer du budget. Mon conseil, c'est d'optimiser ce ratio. Votre coût créa, c'est-à-dire le temps que la créa va vous prendre, le matériel que ça va vous demander, les ressources humaines que tout ça va impliquer, et bien ce coût créa, vous devez le diviser par un maximum de volume de créa. Autrement dit, si vous faites un shooting dans une villa dans le sud de la France pendant une semaine avec plusieurs mannequins, une équipe de tournage, c'est très bien, ça va générer un gros coût créa et c'est pas nécessairement mauvais. C'est seulement mauvais si ça vous permet de sortir une seule créa. Mais si ça vous fait de la créa pour vos 6 prochains mois et qu'en plus de ça, vous avez des bons contenus pour votre site internet, votre newsletter, etc., c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. De la même manière, si vous voulez tester une idée, vous pouvez simplement sortir votre smartphone, le dégainer, tourner cette idée, la tester, et si elle fonctionne, elle vous aura coûté peu de temps et d'argent. Et de la même manière, si elle ne fonctionne pas, elle ne vous aura pas fait perdre beaucoup de choses. En soi, l'objectif, c'est de sortir un volume de créa cohérent avec vos besoins, sans faire envoler les coûts. Alors, quelques bonnes pratiques pour pouvoir avoir une approche cost efficient. Déjà, varier les formats. Vous pouvez bien évidemment miser sur de la vidéo. N'oubliez pas les formats statiques qui sont souvent beaucoup plus simples à réaliser et qui peuvent aussi très bien fonctionner. Quand vous avez une bonne vidéo, une bonne statique, utilisez-la également sur un format collection. Ça vous permet de faire une pierre deux coups. Et pensez évidemment au carrousel. Vous pouvez prendre chacune des images du carrousel, les lier et en faire un GIF. Et ça vous permet de tester, et ensuite de tester ce GIF également sur un format collection. En y réfléchissant, quand on met en place ce type de process, on peut tout de suite faire régulièrement une pierre deux coups et tester beaucoup plus de publicité qu'on ne pense. Pensez également au sous-format. Quand on pense par exemple au format vidéo, on peut s'imaginer une vidéo comme ici à droite qui est tournée en studio avec un acteur, etc. Mais c'est pas nécessairement que ça, une vidéo, ça peut être un unboxing assez bien réalisé, un petit GIF comme on le voit ici au milieu, des séquences tournées à l'iPhone, des UGC. Il y a tout un tas de formats. Certains sont plus accessibles que d'autres, mais un format qui est moins accessible n'est pas nécessairement un format moins performant. Multipliez les variantes. Alors vous avez certainement déjà entendu parler du hook. Le hook, c'est les premières secondes de votre vidéo. C'est vraiment une manière assez intéressante d'aller produire plus de contenu de manière efficace. Quand vous faites par exemple une vidéo de 30 secondes, le hook, ça va correspondre aux 3-5 premières secondes de votre vidéo. Eh bien, vous pouvez avoir un cœur de vidéo qui va commencer au bout de 5 secondes jusqu'à la 30e seconde, donc 25 secondes de vidéo, et changer les hooks que vous allez utiliser. Donc si vous faites une grosse vidéo, vous pouvez avoir plein de débuts différents et ça vous permet d'avoir plein d'itérations à tester et de garder à la fin celle qui fonctionne le mieux. N'oubliez pas les créas à portée de smartphone. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, notamment quand vous allez tester des concepts qui m'amènent à une bonne pratique 3 bis, faster is better than perfect. Alors ce conseil, il n'est pas de moi, je donne le crédit à Rohin Sama, qui est lead acquisition chez 900care, et qui avait écrit dernièrement dans un post LinkedIn une approche que j'aime beaucoup, qu'on applique à l'agence. C'est qu'il vaut mieux aller vite et mettre en avant une idée rapidement pour pouvoir la tester sur Meta et ensuite investir dessus, que de vouloir trouver la meilleure créa dès le départ, passer beaucoup de temps à investir dessus et la lancer. C'est le meilleur moyen de s'épuiser et d'être déçu à la fin. Alors que quand on le fait dans l'autre sens, généralement on trouve des bonnes idées, on a le bon process et on est efficace. Quatrième bonne pratique, faire beaucoup avec peu. Par exemple ici on est avec Largo. Alors Largo, ils vendent des téléphones reconditionnés. Mis à part les photos des téléphones et les packshots des téléphones, on a quelques contenus mais ça reste assez limité. Pour autant, on est capable de produire vraiment beaucoup de contenu à partir de ça. On va vraiment tester des accroches, des motion design et encore une fois avoir cette approche de on teste un angle et une fois qu'on a identifié qu'un angle fonctionne bien, on va pouvoir aller investir dessus, notamment en travaillant par exemple avec des créateurs UGC. Ça m'amène à mon dernier conseil. Et mon dernier conseil, ça va être d'adapter votre contenu à votre funnel. Avoir une bonne stratégie créative, ça commence par bien adapter son contenu en fonction de ce que vont dire et à qui. Autrement dit, vous n'allez pas dire la même chose à une personne qui ne vous connaît pas encore
versus une personne qui vous connaît déjà, qui est en train d'étudier vos produits. Dans le premier cas de figure, vous allez devoir éduquer la personne, vous présenter. Dans le deuxième cas, vous allez certainement devoir la rassurer et l'accompagner dans sa décision d'achat. Un tunnel classique, c'est un tunnel qui fonctionne de la manière suivante avec le top of funnel, le middle of funnel et le bottom of funnel. Top of funnel, c'est plutôt une phase de notoriété. Bottom of funnel, c'est plutôt une phase de décision et de conversion. Si on refait l'analogie avec le cercle de tout à l'heure, le bottom of funnel, ça va être plutôt le cercle bleu. Le middle of funnel, le cercle orange, donc les personnes qui sont en train d'étudier le produit mais qui n'ont pas de besoin urgent. Et le cercle jaune, ça va être le top of funnel, les personnes qui n'ont pas encore conscience qu'elles ont besoin de vos produits mais qui sont tout de même dans votre cible. Et bien ça va être la même chose dans la manière d'appréhender votre contenu. Alors une règle que je partage souvent, même si elle n'est pas à prendre auprès de la lettre, c'est la règle des 30-30-30. Elle veut dire qu'il faut que votre contenu il soit mixé en termes de sujet. Il faut que 30% de votre contenu soit là pour éduquer votre audience, 30% pour témoigner et rassurer votre audience, 30% pour offrir. Et après, vous pouvez avoir 10% du contenu restant qui va être plutôt des contenus que vous allez mettre en avant pour mettre en avant une actu. Et 10% des autres contenus qui vont être plutôt des contenus qui vont vous permettre de mettre en avant des actualités, un contenu dynamique ou des ads que vous voulez tester. Les contenus pour éduquer, ils ont pour objectif d'expliquer votre proposition de valeur, vos offres, votre mission, vos différences. C'est souvent des contenus où on voit les fondateurs face à la caméra expliquer le pourquoi de leur entreprise et leurs différences sur le marché. Donc en termes d'idées, ici, on va surtout travailler avec des interviews, des behind the scenes ou des démos produits. L'autre typologie de contenu, c'est les contenus qui sont là pour témoigner. L'objectif avec ces contenus, c'est de rassurer, de réduire le risque et de laisser vos clients et prescripteurs parler de vous. Donc c'est là où on va retrouver notamment les fameux UGC. C'est aussi le moment de mettre en avant vos passages télé, vos certifications. Mettre un logo d'un média connu à côté du vôtre, c'est une bonne manière d'aller assimiler votre marque à quelque chose qu'on connaît tous. Et ça, c'est de la preuve sociale. Pareil, faire parler vos clients et les mettre en avant dans des contenus UGC, c'est vraiment une très bonne manière de rassurer votre audience et de montrer d'autres personnes extérieures à votre entreprise qui parlent de vous et qui vous recommandent. Et enfin, on a les contenus pour offrir. Alors, pour offrir ne veut pas nécessairement dire mettre une promo sur le contenu. C'est plutôt des ads qui vont être beaucoup plus focus sur le produit et qui vont vous permettre de convaincre soit avec vos meilleures offres ou vos meilleurs arguments, ou bien évidemment les deux. On va pouvoir mettre en avant des bundles, des incentives à la première commande. Ça peut être des nouveautés, des back in stock, des précommandes, des ventes privées. Je ne parle pas nécessairement ici d'ads qui doivent absolument mettre en avant des discounts ou des promotions, mais plutôt des ads qui se destinent à mettre en avant une offre et donc qui s'adressent plutôt à des personnes qui ont déjà conscience qu'elles ont besoin de votre produit. Bref, mixez bien votre contenu, adaptez-le à votre tunnel, ayez en sorte d'avoir du contenu qui va vous permettre de éduquer votre audience, de témoigner et rassurer votre audience et de mettre en avant vos produits. C'était mon 10e et dernier conseil. J'aurais pu vous donner plein d'autres conseils dans cette vidéo, ça fera peut-être l'objet d'une seconde vidéo. J'aurais également pu vous parler d'Advantage Plus, de whitelisting, d'analyser ces campagnes et d'encore plein d'autres sujets. J'ai déjà fait des vidéos sur Advantage Plus, comment analyser ces campagnes et le whitelisting. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je compte sur vous pour mettre un like, vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager à produire des contenus toujours plus qualitatifs et toujours plus utiles pour la communauté e-commerce en France. Allez, ciao!